Pendant ce temps, l'ancien président n'a pas renoncé à la vie politique. Bien au contraire. Il voyage d'un bout à l'autre du pays, dans son train personnel. Dans les villes préservées des désastres du Grand Bond, son aura parmi la jeunesse est intacte. En abandonnant l'intendance à Liu et Deng, il est devenu une sorte de sphinx dont la parole est sacrée. L'échec du Grand Bond l'a fait renoncer temporairement aux promesses de puissance faites aux Chinois. Une autre obsession l'habite à présent, que Pékin supplante Moscou dans le cœur et l'esprit des révolutionnaires du monde entier. Et pour y parvenir, il a un plan. Le 16 juillet 1966, Mao met en scène sa réapparition. Durant plus de 2 heures, il se baigne, impassible, dans le fleuve bleu entouré de jeunes gens. Le grand timonier adresse un signe à toute la jeunesse chinoise. Il lui signifie qu'il compte sur elle pour reprendre le combat contre les tièdes qui ont abandonné leurs idéaux. La grande révolution culturelle et prolétarienne vient de commencer. Crédules, étudiants, collégiens et lycéens s'enrôlent par millions dans une organisation nouvelle, les Gardes Rouges. Mao va en faire une arme de destruction massive. Pour unir à lui ces foules enthousiastes, il leur jette un bréviaire qui compile ses meilleures citations. Le petit livre rouge devient la Bible des Gardes Rouges. Mao les flatte. Rusé, il désigne une cible à leur vindicte, le Parti communiste chinois, infesté par les traîtres qui veulent restaurer le capitalisme. À eux de les démasquer. Mao ne nomme personne, mais son slogan « Feu sur le quartier général » est une invitation à frapper à sa tête. Fanatisés, les Gardes Rouges s'exécutent. Les dirigeants communistes, petits ou grands, sont à leur merci. Des milliers d'entre eux sont arrêtés, battus, torturés ou humiliés dans des stades qui rugissent de cris de guerre vengeurs. Les 2 plus grandes autorités du pays tombent immédiatement. Liu Shaoqi, le président de la République, mourra suite à de mauvais traitements. Le sort réservé à Deng est moins cruel. Exilé dans une région reculée, il y travaille à réparer les tracteurs. Sur les affiches qui dénoncent le tandem renégat, le fameux chat dont Deng avait imprudemment parlé réapparaît. Mao a la rancune tenace. Les pragmatiques, les réalistes, les tièdes n'ont qu'à bien se tenir. La Chine tout entière est saisie par les convulsions et les troubles que Mao encourage. Un chaos qui lui permet d'en redevenir le maître. À l'étranger, ces images de gourous entourés de foules en extase font de lui une icône pop. Sept ans plus tard, la révolution culturelle s'est pétrifiée. Depuis son usine de tracteurs, Deng Xiaoping assiste, accablé, aux ravages causés par la vanité de Mao. L'orthodoxie maoïste est devenue une norme qui régit la vie des Chinois à chaque instant.
les citations de Mao sont omniprésentes. Elles ornent les carrefours, les jardins publics, les gares et les usines. La pensée unique règne. Tant, les rares visiteurs occidentaux autorisés à pénétrer en Chine, pour la plupart des sympathisants, s'extasient. Enfin, les camarades chinois ont accompli les promesses du communisme. La parfaite égalité des classes, des revenus et des sexes est une réalité, disent-ils. Charmés par la frugalité des Chinois, par l'absence de toute publicité dans les rues, la Chine est pour eux un modèle révolutionnaire. Mais en réalité, derrière cette façade d'optimisme, la Chine est en plein chaos. En purgeant le parti, Mao a détruit la colonne vertébrale du pays. Deng le vit comme une catastrophe. La Chine a perdu les cadres qui l'entraînaient vers le progrès. Les nouveaux dirigeants, choisis sur leur dévotion au petit livre rouge, sont le plus souvent incompétents. Les usines tournent au ralenti, la production est anémique. Et surtout, la matière grise a disparu. Pendant 3 ans, les universités sont restées portes closes. Les 12 millions d'étudiants devenus gardes rouges ont été expédiés à la campagne. Après avoir rétabli Mao sur son trône, il devenait trop dangereux. Mao s'est toujours méfié des intellectuels, des instruits, des experts. Il a donc préféré s'en débarrasser. Aux confins de la Chine, des millions de jeunes instruits végètent dans l'isolement, la pauvreté et un ennui infini. En ville aussi, l'apathie s'est emparée des habitants. L'euphorie des débuts a laissé place à la résignation. Malgré tous les efforts consentis, la grandeur et le rayonnement tant espérés s'éloignent jour après jour. Cloîtrée derrière sa muraille, la Chine s'enlise. La répression atteint des sommets. Au cours de la révolution culturelle, une centaine de millions de Chinois ont été persécutés et environ 3 millions sont morts. Mais le pouvoir a beau chasser les contre-révolutionnaires, rien n'y fait. Le pays n'avance pas d'un pouce.